Bonjour à tous et heureux de vous retrouver pour ce 5e numéro d'Arthoscopie, le dernier pour cette saison. Notre invitée du mois est comédienne, metteuse en scène. Elle fait partie de la troupe Créatitude à Lyon et elle écrit même un peu à ses heures. Elle s'appelle Mathilde Alriquet. Mathilde, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation de Arthoscopie. Merci à vous. Comment on commence? On se tutoie ou on se vous voit? On peut se tutoyer. Tutoyons-nous alors. Ça va? Ouais. Comment tu te sens? Très bien. Pas trop fatiguée, pas trop chaude? Ce petit 45 degrés est bien agréable. On bout dans le studio, c'est le dernier jour de la canicule et on le sent carrément passer. Dis-moi, comment est-ce que tu te présentes pour les gens? Qu'est-ce que tu dis quand tu parles de ta profession? Alors, je dis que je suis comédienne, c'est ma formation de base. Voilà, et je suis directrice de compagnie depuis maintenant 7 ans. Et est-ce que c'est plus important que comédienne ou est-ce que c'est lambda pour toi? Est-ce que tu te présentes d'abord comme présidente de compagnie ou comédienne? Plutôt comédienne et auteure. Voilà, et effectivement, je consacre une partie de mon temps à promouvoir les spectacles et le travail de ma compagnie et de tous mes collaborateurs. Ok. Pour commencer cet entretien, j'ai envie de parler de toi en tant que spectatrice. Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu es allée au théâtre? Ouais. Comment ça s'est passé? Et c'était quoi, justement? Je crois qu'à la base, j'ai surtout été marquée par les premiers spectacles de cirque que j'ai vus quand j'étais enfant. Après, la première pièce de théâtre qui m'est marquée, j'ai attaqué le théâtre très jeune, donc je pense qu'en fait, mais peut-être que mon premier contact avec le théâtre, ça a été finalement sur scène. Voilà, j'avais 10 ans. Et depuis, j'ai continué à faire du théâtre en amateur jusqu'à il y a 10 ans. Et depuis 10 ans, je suis professionnelle. Quel rapport tu as avec le cinéma, justement, vu que on va beaucoup parler de théâtre, mais justement, comme c'est un peu l'autre contrepartie du métier, quel regard tu as sur le cinéma? Qu'est-ce que tu en penses en tant que spectatrice? Alors, en tant que spectatrice, je trouve que je n'ai pas suffisamment de temps pour voir tout ce qui m'intéresserait. En tout cas, c'est vrai que le cinéma est très lié à notre boulot de spectacle vivant parce que je trouve que l'un et l'autre monde s'alimentent mutuellement. Et qu'en tout cas, nous, dans notre boulot de comédien, c'est hyper important de pouvoir allier les deux parce que je trouve qu'on ne progresse que à la fois sur les plateaux de théâtre et à la fois sur les plateaux de tournage. Et mea culpa, je mets pas suffisamment les pieds sur les plateaux de tournage. Mais ta carrière est encore longue. Il y aura encore des occasions. Oui. Qu'est-ce que tu aimes voir au théâtre en tant que spectatrice encore? Moi, ce qui me parle le plus, en tout cas, ce qui fait partie de mes valeurs, c'est vraiment des propositions qui ont une exigence artistique et à la fois une accessibilité à tous les publics. Personnellement, j'ai beaucoup de mal avec le théâtre qui demande de l'effort aux spectateurs, de l'effort de compréhension, de l'effort de rentrer dans des références, parce que je trouve que du coup ça trahit une valeur qui me tient à cœur, qui est vraiment le théâtre populaire et accessible à tous. Donc voilà, c'est vrai que j'ai des metteurs en scène et des auteurs en tête qui ont réussi en fait à faire... Tu peux citer des noms, tu as le droit. Ouais, je pense notamment à quelqu'un comme Alexis Michalik, par exemple, qui ont réussi à proposer vraiment des spectacles de grande qualité, accessibles à tout le monde, qui parlent à tous et sur des thématiques universelles et transversales. Et je trouve que c'est hyper important, surtout dans notre époque, puisqu'on est quand même dans une époque où on est beaucoup dans les clivages. Et pour moi, le théâtre n'a de sens que s'il rassemble et s'il unit. Voilà. Tu as joué du classique? Oui. Est-ce que c'est différent finalement comme expérience, comme exercice? Pour moi, le théâtre classique il doit obéir à ces mêmes règles, c'est-à-dire que on le rend parfois complexe, alors que je pense qu'à la base il l'est pas. Et il ne l'était pas complexe pour ses contemporains en tout cas. Non. En fait, il y avait vraiment cette volonté pour moi, de s'adresser à tous et de pas être sélectif ni élitiste.
Mais comme les époques ont évolué, des fois, on a l'impression que effectivement, on n'arrive plus à faire rentrer en résonance ces œuvres avec notre époque. Mais ça, pour moi, c'est notre boulot de justement de le ramener dans l'époque contemporaine et de montrer que en fait, il y a des œuvres qui sont intemporelles. Tu me fais des réponses très comédiennes, très spécialistes finalement. Mais est-ce qu'en tant que spectatrice, est-ce que tu restes spectatrice ou est-ce que la comédienne, elle prend toujours plus ou moins le pas là-dessus? Est-ce que tu arrives quand même à garder, je vais pas dire ton âme d'enfant, mais ton âme de profane finalement devant une pièce de théâtre, devant des comédiens ou sur une pièce où tu n'es pas impliqué finalement? Ouais, alors pas toujours parce que c'est vrai que en ayant les pieds dans le boulot, on a toujours tendance à avoir un peu le cerveau qui fonctionne quand on assiste à des spectacles. C'est-à-dire quand ce qu'on voit fonctionne bien, on se questionne pour savoir qu'est-ce qui fait que ça marche. Et quand on n'arrive pas à rentrer dedans, c'est aussi instructif pour nous de se demander qu'est-ce qui fait que le spectateur n'arrive pas à être embarqué. Mais oui. Parfois, quand même, c'est vrai que j'arrive à lâcher complètement et à oublier de regarder comment c'est fait pour juste me laisser porter en fait par ce qui est raconté, par ce qui est vécu sur scène. Mais c'est pas toujours le cas. Est-ce que tu arrives à entrevoir ce qui fait que tu puisses lâcher prise justement? Dans quel cas est-ce que c'est prémédité ou de dire là-dessus je vais complètement lâcher prise, ou alors finalement il y a quelque chose qui te prend et tu réfléchis plus en tant que comédienne? Non, c'est parce qu'en fait des fois il y a la magie qui opère et que ce qui se passe sur le plateau ça embarque tout le monde et que en fait t'as beau avoir envie de te questionner, c'est plus fort que toi, tu le lâches parce que c'est plus important de profiter vraiment. Mais ça peut pas être anticipé. Je sais pas. Enfin, on peut pas. Après, tu as peut-être des rôles ou des pièces que tu trouves géniales en soi. Donc tu te dis forcément, je vais me laisser emporter, comme on a des films préférés. Plus facilement, oui, c'est vrai. Ouais. Tu as toujours eu envie de jouer? Oui, toujours. Oui. Développe. Oui. Moi, j'avais à une époque, j'avais projeté d'en faire mon métier il y a déjà longtemps, et puis la vie a fait que finalement les choses se sont déroulées différemment, que j'ai gardé le théâtre comme une passion et comme un à côté. Et voilà, et c'est vrai que mon parcours fait que ma vie était engagée sur, on pourrait dire, une trajectoire qui était déjà un peu tracée, avec des étapes et avec une carrière que j'avais commencé à développer puisque j'étais agent territorial dans la fonction publique. Et il y a une douzaine d'années, il s'est produit une rencontre un peu improbable qui m'a permis de rejoindre ce métier. Et et c'est comme si ma trajectoire était rentrée en collision avec avec un autre corps qui se promenait dans le cosmos. Et finalement, ça a réorienté ma route et j'ai pu faire sur une formation professionnelle, devenir comédienne, monter ma compagnie, et aujourd'hui, c'est ma vie. Et en tant que chef de compagnie, est-ce qu'on considère toujours que l'acting est son activité principale, ou c'est chef de compagnie l'activité principale? C'est difficile parce que parfois, il y a quand même beaucoup de travail à gérer, beaucoup d'activités. On a une compagnie qui tourne pas mal. Donc, il y a des moments où effectivement, il faut être présent pour gérer le quotidien, la logistique, les relations humaines, l'avancée des projets, tout l'administratif. Mais bon, j'ai fait ça pendant plusieurs années un peu seule. Et puis aujourd'hui, j'ai de la chance parce que je suis très bien entourée et que ça me permet en fait de pouvoir lâcher un peu sur tout ça pour retrouver mon métier et faire des trucs qui me font kiffer. Comment tu as appris ce métier et qu'est-ce que tu retiens de cet apprentissage? Le métier de l'acting? Oui. Alors, en fait, j'ai été formée donc à Lyon dans une école d'acteurs qui s'appelle l'Acting Studio, qui existe toujours aujourd'hui dans le 5e et qui est tenue par Joël Sevilla. À quel âge tu as rejoint cette école pour qu'on comprenne bien ton parcours? Et ouais, j'avais 35 ans. Mm-hmm. Donc voilà, un peu tardivement, mais ça s'est fait, et effectivement ça m'a amené à remettre en question tout ce que je faisais, tout ce que j'avais appris, la façon
dont j'avais appris à jouer. Et ça m'a ouvert tout un tas de perspectives nouvelles et qui ont donné l'élan pour monter tous les projets qu'on a aujourd'hui et qui ont ouvert en fait une nouvelle vie, quoi. Ça a changé ta vision de ce que tu faisais avant dans l'acting en tant qu'amatrice? Oui. De quelle manière? Parce que, alors c'est un peu technique, mais c'est lié en fait pour moi à la façon d'aborder le jeu et à la façon d'aborder l'interprétation, qui est radicalement différente en fait de ce qu'on peut avoir dans des formations dites classiques. Et du coup, ça m'a obligée en fait à remettre en question et à me débarrasser de toutes les vieilles habitudes que j'avais, pour rentrer dans une autre manière d'aborder le travail d'acteur et le jeu plateau ou même audiovisuel. Ça a été un peu long et c'est un apprentissage qui continue, parce que ce que je trouve magnifique dans cette façon de travailler, dans cette méthode d'acting, c'est qu'en fait elle est jamais acquise et que on continue tout le temps d'apprendre et de remettre en question ce qu'on a fait pour s'approcher toujours plus de ce qu'on appelle la vérité dans le jeu, et qui pour moi est fondamentale en fait dans notre art. Est-ce que après tout ça, après que tu sois passé professionnel, tu pourrais retourner vers le théâtre amateur? S'il fallait, j'y retournerais, parce que pour moi c'est vital. Donc de toute façon, c'est deux mondes différents. Jouer, ça reste jouer quand même. Le théâtre professionnel et le théâtre amateur, en ayant entendu les comédiens qui ont fait cette bascule-là, c'est quand même deux mondes extrêmement différents. Et ça demande pas les mêmes choses. Oui, certes, parce que dans le monde amateur, on a vraiment la dimension du plaisir qui reste au centre de la pratique. Et quand on est professionnel, forcément, il y a beaucoup d'autres dimensions qui rentrent en ligne de compte, qu'il faut associer, parce que ça fait partie du métier. Et je parle notamment de la prospection, de trouver du travail. Ça, c'est une priorité pour nous tous. En tout cas, moi, ça consiste à tenir en l'air les projets de la compagnie pour que tout le monde puisse continuer à travailler, moi et mes collègues comédiens aussi. Donc, on rentre dans un autre environnement avec des contraintes supplémentaires, j'allais dire, qui font que c'est vrai que des fois, si on n'y fait pas attention, on peut perdre un peu de vue ce côté, prendre vraiment du plaisir à faire notre métier, quoi. Donc ça, c'est un peu un point de vigilance qu'il faut connaître quand on est professionnel, c'est vrai. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ta méthode de travail aujourd'hui? Celle que tu as acquise et celle que tu as fait tienne aujourd'hui pour comprendre un rôle, pour jouer un rôle finalement, que ce soit au théâtre ou au cinéma par exemple. Ouais. En fait, pour moi, le secret, ce qui est hyper important, c'est de pouvoir toujours parvenir à partir de soi, de ce qu'on a, de ce qu'on est, de ce qu'on sait faire, de ce qu'on a vécu, et de toute cette matière en termes de connaissance de la vie, des sentiments, pour les mettre au service du jeu. Et c'est un travail qui est un peu plus exigeant que juste être dans la représentation des choses. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Voilà. Et alors c'est passionnant, mais c'est exigeant. Et je trouve que ça nous permet quand même d'amener notre savoir-faire, notre pratique plus loin, pour être capable d'interpréter notamment des rôles qui sont éloignés de nous parfois. Si tu devais choisir un théoricien du théâtre ou du jeu, lequel tu choisirais? Brecht, Stanislavski moi, je pense que celui qui a vraiment révolutionné notre façon d'aborder le jeu, et qui d'ailleurs a ouvert énormément de pistes aussi pour les acteurs de cinéma, c'est Stanislavski, donc au 19e et début 20e. Oui. Et que son enseignement a été repris, a évolué notamment dans les pays anglo-saxons. Avec l'Acting Studio. Ouais, tout à fait. Mais moi, ce que je trouve qui est vraiment hyper beau dans l'apport de ce passionné, parce qu'à la base, c'était un comédien, un metteur en scène, directeur de théâtre. Ce qu'on comprend quand on lit son livre. Ouais. Sa méthode. En fait, sa méthode, elle est associée à tout un tas de concepts et d'exercices pratiques pour les acteurs. Mais à côté de ça, en fait, il a développé une autre dimension fondamentale dont on parle assez peu, qui est l'éthique des artistes. Et je trouve que ça n'a absolument pas vieilli, et que, en fait, il parle beaucoup de la façon
de se comporter, de la façon d'être avec les autres. Il dit que c'est aussi important finalement que la maîtrise technique de ce qu'on fait. Parce que ce qui donne le véritable sens, tu vois, quand tu me demandais tout à l'heure qu'est-ce qui fait qu'on peut être embarqué des fois quand on assiste à une œuvre ou même à un film, pour moi, ce qui nous accroche, c'est ce qui est impossible à décrire. Et tu vois, et des fois, tu peux pas mettre des mots dessus. Tu sais pas pourquoi ça te prend aux tripes et que tu t'en souviendras toute ta vie. Et pour moi, c'est lié à ce que Stanislavski a exprimé dans justement cette façon d'être avec les autres quand on fait notre métier. Et qui fait qu'à un moment donné, il peut y avoir une synergie, quelque chose qui en fait relie toute l'équipe qui porte cette œuvre. Moi j'appelle ça le vibratoire, et le vibratoire en fait il embarque aussi le public, et là ça fait vraiment je reviens sur ce concept de l'unité, de rassembler, et en fait tout le monde est embarqué dans un même moment et dans un moment d'unité, et ça se produit pas souvent, mais quand ça arrive c'est trop bien. On trouve ça c'est Stella Adler qui dit ça aussi. Qui a été l'élève de Stanislavski. C'est dérivé de Stanislavski. Oui. On est loin de certains qui vomissent dessus et qui disent ma méthode elle est différente. On a eu beaucoup d'exemples. Avant de continuer, je te propose qu'on fasse une première pause. Allez. Vous le savez, dans cette émission, c'est les invités qui font la discographie, et on se retrouve tout de suite après ça. Vous écoutez Radio Dio, c'était Mickey 3D avec Respire. Yann et son invité reviennent tout de suite dans Artoscopie. Bonjour Mathilde. Bonjour. Merci Yann. de ne pas avoir fui ce studio. Pourquoi avoir choisi Mickey 3D ? Alors j'imagine que Respire, la canicule, je l'entends bien, mais au-delà de ça, est-ce que ça fait partie de ta discographie habituelle ou... Non, pas du tout. Non, mais c'est vrai que ces derniers jours quand même, on a senti revenir beaucoup de préoccupations par rapport à cette histoire du réchauffement. Cette canicule, elle dure vraiment longtemps. On a enfin compris. Elle est hyper éprouvante pour tout le monde. Et j'ai repensé à cette chanson et je me suis dit, purée, effectivement, c'est un peu en résonance avec cette prise de conscience qu'on a actuellement. Mais il y a une autre raison. Oui. Donc, Mickey 3D de la région. Je l'ai glissé, Mathilde, pas dans la pause. Merci. Et non, en fait, l'autre raison, c'est que cette chanson, elle parle de la nature. Elle parle du rapport à la nature et de préserver la nature. Et c'est un clin d'œil à mes racines aveyronaises, puisque moi, je ne suis pas d'ici et que j'ai quitté mon Aveyron natal pour cette nouvelle vie, cette nouvelle carrière. Dans ton ancienne carrière, tu étais encore dans l'Aveyron ? Ouais. Tout à fait. Et tu es venu à Lyon pour embrasser ta nouvelle carrière. Oui, c'est ça. Tout à fait. Il y a 10 ans. En fait, en Aveyron, on a la réputation d'avoir un caractère un peu affirmé, assez trempé. Et pour moi, ce caractère, il est forgé par le travail de la terre, puisque dans toutes nos familles, on a, c'est une dimension hyper importante de notre culture, puisque c'est une terre agricole par essence. Et en fait, je pense que ce tempérament qu'on a, il est aussi forgé par le travail de la terre par tous les temps, dans toutes les époques. Et ces derniers jours, je pensais particulièrement aux gens qui bossent dans les champs avec cette chaleur. Voilà. Avant la pause, on a parlé de technique de jeu, on a parlé de grands maîtres du jeu. Est-ce que tu as des modèles dans ce métier, des gens contemporains qui t'ont donné envie de jouer ? Oui. Et oui, tout à fait. Oui, puisque c'est directement en lien avec finalement ma reconversion professionnelle. Okay. Donc en fait, il y a 10 ans, je suis passée à Lyon pour aller en Isère. Voilà, et il se trouve que je suis tombée par hasard sur un spectacle d'Alexandre Astier. On va en écouter une bande-annonce si tu veux bien. Ouais. J'ai été désigné pour m'occuper de vous et je ne cache pas la grande joie et l'immense fierté que j'ai à vous recevoir. Je vais vous laisser travailler ça une petite heure. Une affaire urgente à régler en ville, évidemment, ça, quand je reviens, c'est par cœur. Est-ce que vous avez compris le système de l'orgue, à peu près, hein ? Voilà, donc je vous le rappelle.
C'était donc un extrait de Que ma joie demeure d'Alexandre Astier, mise en scène par Jean-Christophe Imbert. Tout à fait, voilà. Que peux-tu nous en dire? Pourquoi est-ce que c'est si important pour toi? Ouais. En fait, j'étais tombée un peu comme... Enfin, quelques années avant, donc il y a la série Kaamelott qui est sortie. Oui. Dont je suis passée relativement à côté parce que j'étais dans les couches et les biberons et que j'habitais au fin fond de l'Aveyron et que j'étais à des années-lumière d'imaginer qu'un jour je serais comédienne et qu'en plus une partie de ces gens-là deviendraient des amis et me transmettraient les ficelles de leur métier. Donc voilà, mais pour autant j'avais trouvé quand même qu'il y avait une super qualité de jeu pour le peu que j'avais pu apercevoir. Et donc ça m'a donné envie d'aller voir Alexandre Astier en spectacle. J'ai eu une des dernières places c'était, je crois, la dernière représentation ou une des dernières de Que ma joie demeure. J'étais tout au fond de la salle, à l'amphithéâtre 3000 à Lyon. Et j'ai été effectivement vraiment frappée par la qualité de la présence scénique, par la qualité de l'énergie du jeu qui, en fait, arrivait à atteindre tous les spectateurs jusqu'à la fin. Et toujours pareil, dans cette même osmose où tout le monde a le sentiment de partager un moment unique ensemble. Ça m'a donné envie de m'intéresser en fait à la façon dont il avait été formé parce que j'ai compris que c'était une question de talent mais pas que, mais que c'était aussi une manière d'aborder le jeu. Et voilà, donc de fil en aiguille, j'ai fini par découvrir cette fameuse école d'acteurs dans le 5e où j'ai mis au début un orteil puis un pied et puis finalement j'ai tout lâché pour suivre la formation longue. Voilà, grâce à l'accompagnement et au conseil d'un de mes meilleurs amis, qui était l'assistante de Joël Sevilla à l'époque, qui s'appelle Nicolas Musili, connu dans le milieu pour diriger une école d'acteurs formidable qui est dans le 6e arrondissement de Lyon et qui s'appelle Acteurs Pro Formation. Voilà, et finalement, ça a été parti comme ça. On rappelle que Joël Sevilla est la mère d'Alexandre Astier. Oui, bien vu. Merci pour la précision. Mais comme toi, tu n'es pas venu par le prisme Kaamelott, forcément, tu n'avais pas ce côté un peu fanboy, j'imagine, fangirl plutôt, de Joël Sevilla, qui joue un personnage important dans Kaamelott encore maintenant. C'est vrai. On va parler un peu de mise en scène et de troupe. Maintenant, comment tu définirais la mise en scène? Parce qu'on se bat beaucoup là-dessus, parce que moi, en tant que réalisateur de cinéma, on n'a pas forcément les mêmes définitions et on discute de ça régulièrement. Ouais, c'est vrai. Comment tu définirais la mise en scène? La mise en scène, c'est l'art en fait de restituer l'essence d'une œuvre en apportant ce qui est nécessaire, tout en ne surchargeant pas avec du superflu. Mais c'est ouais, c'est simple comme ça. Mais en fait, quand même dans le concret des choses, sacré programme. Mais ouais, en gros, tu vois, je sais pas si ça te parvient, tu vois. Mais en fait, c'est important pour que la compréhension du public soit la plus fluide possible. C'est-à-dire qu'on lui amène l'œuvre le plus près de lui. Mais on n'en rajoute pas des caisses parce que sinon, je trouve qu'on pollue en fait l'essence et le message, quoi. On amène un regard sur une œuvre tout entière. Ouais, c'est une recherche toujours d'équilibre entre les deux, quoi. Je pense. Pour moi, en tout cas. Quand on fait de la mise en scène, comment est-ce qu'on redevient, entre guillemets, simple actrice quand le projet ne nous demande pas de mettre en scène? Est-ce que c'est automatique? Est-ce qu'il y a un effort à se faire? Ou quand on a touché à la mise en scène, c'est compliqué de revenir simple actrice dirigée par quelqu'un d'autre? Alors, en fait, dans ma compagnie, on est quand même une grande majorité de comédiens à avoir plusieurs casquettes, à être à la fois dans l'écriture, à la fois dans la mise en scène, ou la direction d'acteur, parce que c'est hyper important aussi, ou comédien. Et du coup, ce qui est très clair, c'est que quand on a une casquette, on n'a pas l'autre, quoi. C'est-à-dire que tu peux pas à la fois exercer et faire ton job de comédien en ayant la prétention d'avoir le regard juste sur ce que tu fais. À partir du moment où on le confie à quelqu'un, il faut se dessaisir de ça et faire confiance à ce regard. Moi, je trouve que c'est plutôt facile parce qu'en fait, je trouve ça complexe d'avoir à gérer toutes ces dimensions. Et finalement, c'est confortable d'être sur un plateau, d'avoir qu'à jouer et de se laisser glisser en fait dans la vision de quelqu'un d'autre, quoi. Quand je réalise et que je dois jouer, je me fais diriger. Eh bien ouais. Parce que je ne peux pas faire tout en même temps. Je ne peux pas diriger mes comédiens et me diriger moi. Moi, je trouve. Ça me semble difficile. Je sais que Clint Eastwood fait partie des gens qui y arrivent, mais je ne me mets pas au niveau de Clint Eastwood. Il y en a... ouais, je pense que...
Ça dépend des gens, mais moi je trouve que ça demande un effort énorme. Et que, en tout cas, pour nous, ça dessert le jeu, quoi. Parce que le jeu demande déjà une énergie considérable, vraiment énorme. D'être dans la recherche, dans la proposition, de chercher des directions, de chercher en fait à quel moment on est le plus juste par rapport à soi-même, comment on sent les choses. Si en plus il faut s'occuper de la cohérence globale et de la direction du boulot, je trouve que bon, Ouais, tu m'as vu. c'est chaud, quoi. Mais tu t'en es très bien sorti. Merci. Mais j'étais dirigé par quelqu'un d'autre. Oui. Est-ce que c'était une évidence pour toi de faire troupe quand tu as commencé ce métier professionnellement? Non. Alors je vais te faire une confidence. Il faut que ça reste entre nous. Bah, entre nous et tous En nos fait... auditeurs, oui. En fait, quand j'ai terminé ma formation d'acteur metteur en scène, j'avais en tête un projet théâtral que je voulais porter à la scène. Et j'avais pas de réseau parce que j'étais à Lyon depuis 2 ans et que j'avais pas rencontré de gens dans le métier. Et c'est vrai que au moment de concrétiser le projet, il m'a semblé plus simple de monter moi-même la structure de production qui allait porter le projet. Voilà. Oui. Donc ça m'a paru plus simple au moment où j'ai pris la décision. Mais les 8 ans qui viennent de s'écouler m'ont démontré que ouais. Heureusement que je ne savais pas dans quoi je mettais les pieds. Maintenant c'est trop tard, donc c'est fait. J'avoue aux auditeurs que je suis en train d'ouvrir une boîte de production là. Merci pour mes 8 prochaines années. Oui, mais c'est passionnant. Mais c'est une liberté énorme. Tu le sais. C'est la clé en fait pour pouvoir aussi aller au bout de ce qu'on veut faire et d'être responsable nous-mêmes de la conduite du bateau, quoi. C'est quand même magique, mais il faut assumer jusqu'au bout. Mais tu y es 365 jours ou 366, ça dépend si c'est une année bisexuelle ou pas. Tu as d'autres envies dans ce métier au-delà du théâtre? Oui, tout à fait. Eh bien, oui, on est en train d'écrire une mini-série avec des collègues qu'on va tourner à la rentrée. Rien que sur la vie de ma compagnie, je pense que je peux faire une série en 7 saisons et 24 épisodes. Si jamais vous connaissez quelqu'un qui est intéressé pour la produire. Je rappelle que je monte une boîte de production. Non, ouais, j'ai envie de mettre plus les pieds dans l'audiovisuel parce qu'aussi ça va venir en complément de tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Tu en es la bienvenue. Merci. Tu y es la bienvenue plutôt. Je te propose une autre pause. Allez. Une autre pause musicale, encore une fois. C'est encore toi qui nous a fait l'honneur de la discographie de l'émission. On se retrouve juste après. Tu préfères la vidéo? Artoscopie est en direct sur Twitch une fois par mois et sur YouTube. Abonne-toi. Il est 19h34, vous écoutez Radio Dio. C'était Phantom of Vienna de Peter Benz. Mathilde, Yann? pourquoi ce choix pour ce solo de piano inattendu? Non, parce que j'adore le piano et que je l'ai pratiqué pendant très longtemps et qu'il s'agit de mon pianiste préféré. Donc pour ne pas écorcher son nom, je crois qu'on dit Peter Benz, qui est donc hongrois et qui a réussi. Voilà, il est qualifié pas par moi de prodige du piano de notre époque. Il a réussi en fait à faire sauter la frontière complètement entre classique et pop. Je crois qu'il est recordman du nombre de touches de piano jouées en 1 minute, un truc de taré, 750 je crois. Ah oui, quand même. Voilà. Avis à tous les pianistes. Voilà. Et en fait, ce qui est génial, c'est que il a complètement remis en question toutes les codes les codes de l'exercice et de la discipline. Il maltraite son piano quand il joue, il pince des cordes, il coince des trucs, il tape, il fait des percus sur son piano. Enfin, c'est un truc hallucinant à voir. Et d'ailleurs, il sera en concert à Lyon pour la première fois en septembre, dans cette même salle dont on parlait tout à l'heure, qui est l'Amphithéâtre 3000 en septembre. Avis aux amateurs. Ouais. On a parlé audiovisuel juste avant la pause. C'est l'occasion de faire la transition. Allez. Si tu ne devais en choisir qu'un, le théâtre ou le cinéma? Je suis désolée Yann, tu vas me sortir du studio, mais je crois que tu as une petite idée de ce que je vais répondre à cette question. Hein. Oui. Et oui, quand même. Mais justement, qu'est-ce que tu aimes quand même dans le cinéma? Oui, en fait, je voudrais m'excuser auprès du cinéma du peu d'attention que je lui porte et je le regrette sincèrement. Et certains de mes amis, dont tu fais partie, me réconcilient quand même un petit peu avec cet art parce que je le trouve passionnant et hyper vecteur de tout un tas d'enseignements et de réflexions pour nous.
Mais je te jure, tu vois, tu me réinvites dans 2 ans, tu verras. Je te dirai que j'ai un peu rectifié le coup parce que je regrette énormément de ne pas travailler davantage pour l'audiovisuel, vraiment. Eh bien, pari tenu. Dans 2 ans, je fais une émission de cinéma et tu seras notre expert. Grosse pression. Est-ce que pour toi, travailler au cinéma, ou en fiction en tout cas, c'est différent que Oui. du théâtre? Ah oui, oh oui, vraiment. Ouais. Pourquoi? Je tiens à dire quand même que ma dernière expérience de tournage était magnifique et que c'est un souvenir inoubliable. Voilà, et que tu vas savoir de quoi je parle puisqu'il s'agit d'une série sur laquelle nous étions ensemble. Ah. Non, c'était vraiment, j'ai vraiment eu l'impression de faire un autre métier en fait, effectivement. Parce que en lien direct et immédiat avec toute une équipe composée de corps de métier que j'ai pas du tout l'habitude de fréquenter, c'était vraiment un univers nouveau et je trouve ça passionnant en fait de vous voir bosser avec tous les outils que vous maniez et que vous synchronisez sur un tournage pour arriver à un résultat aussi efficace. Parce que là, je sais plus, on avait bossé une journée, mais j'étais bluffée par en fait la qualité du boulot sur la journée. Vraiment, non, j'ai une admiration profonde là. Ouais. Je dirais rien, je peux pas trop en rajouter. Bravo. Allez, on va poser les questions qui fâchent. Ouais. C'est un métier différent pour les hommes et pour les femmes. Oh mon Dieu. Oui. Oui. Et oui. Pourquoi? Après, oh là là, c'est dur. On parlera des évolutions. Oui, on n'est pas considéré de la même façon quand on est une femme dans ce métier. Oui, c'est dur à dire. Surtout que moi, je viens d'un métier précédent qui est composé à 99% de femmes, donc je n'avais toujours fréquenté que des équipes de femmes dans mon histoire professionnelle précédente. Et là, j'ai quand même vu que c'était pas du tout pareil, quoi. Et que on a vraiment beaucoup de mal à asseoir notre crédibilité. Et voilà, pour une raison qui est liée au fait que les femmes, on est minoritaires dans ce boulot, qu'on nous considère a priori pas super capables de gérer de la production, ou, voilà, parce qu'il y a quasiment que des gars qui font ça. Mais je pense quand même que les choses évoluent bien parce que quand j'entends des comédiennes qui ont 10-15 ans de plus que moi et qui ont fait toute une carrière de théâtre, elles racontent des trucs quand même sur ce qu'elles ont vécu dans certaines de leurs expériences pro. Et Joël Sévillard en parlait beaucoup aussi, qui les ont hyper marquées, quoi, vraiment, et où on sent que la considération qu'on leur a apportée était clairement en deçà de celle qui était donnée aux hommes, autant sur les plateaux de tournage que dans le théâtre, quoi. Mais ça va. On avance. Tu sens une évolution là-dessus? Il faut se battre. Hein. De toute façon, c'est comme tout. Hein. Si tu veux le respect, il faut l'arracher. Donc voilà. Et là, tu parles on est de en route pour production, ça. mais en tant qu'actrice. Oui. Mais les deux. Et oui, ouais, si. Ouais. Alors moi, je le sens plus marqué sur des corps de métier qui sont quand même encore très masculins, quoi. Donc c'est pour ça que je donnais l'exemple de la production. Parce qu'il y a des très beaux rôles féminins, mais est-ce qu'ils sont vraiment mis en avant? Ouais. Alors, pas tant. Et en fait, aussi, donc, ce qui est intéressant, par exemple, c'est que là, on vient de monter au Molière avec ma compagnie. Voilà. Et en fait, on a choisi de confier le premier rôle tenu à l'époque, donc par Molière, à une femme. C'est moi. Ouais. Et ça m'a soulevé énormément de questions par rapport à la légitimité que je pouvais avoir de m'accorder ce droit, finalement, d'avoir un rôle majeur masculin de la littérature et d'être une femme, alors que dans le sens inverse, la question ne s'est jamais posée. Tous les grands comédiens ont toujours interprété des rôles de femmes. Oui. Et aujourd'hui, surtout à l'époque de Molière. Encore, à l'époque de Molière et depuis. Et en fait, aujourd'hui encore, nous, j'ai l'impression que on s'autorise pas trop, quoi. Enfin, il y a un côté, ça se fait pas, alors que dans le sens inverse, ça se fait très bien et ça s'est toujours fait. Mais comment le public réagit finalement? Est-ce que c'est vraiment différent? Ah non, mais le public, il s'en fout, je crois que ça va. Hein. Voilà. Ouais, c'est pas le public, c'est juste, moi je pense à des espèces d'injonctions inconscientes qu'on a par rapport au fait que, comme ça a jamais été courant, on a l'impression que c'est pas trop permis, quoi. Voilà. Alors qu'il n'y a pas de souci. Oui, d'ailleurs, tu l'as preuve vivante, tu l'as joué, ce rôle. Je sais pas lequel c'était, mais... C'est le rôle de Mascari dans la pièce L'étourdi, qui voilà. est la première comédie de Molière. D'accord.
Donc en soi, est-ce que c'est un rôle si facile, si difficile à transformer? Non, parce que au théâtre, sur scène, on peut être qui on veut. Oui. Et que en fait, Et est-ce que tu joues un homme ou est-ce que tu joues un personnage féminin? Tu as Non. changé le genre du personnage? Non, on n'a pas pu. Il aurait fallu tout réécrire. Donc, la pièce. Je me suis pas autorisée quand même à réécrire la pièce de Molière. Et puis en plus, il y a quand même 2200 alexandrins. C'était un peu du boulot. Ouch. Donc voilà. Donc non, mais par contre, c'est la même chose que je pense que ce qui s'est produit à toutes les époques où les femmes n'avaient pas le droit de jouer. Oui. C'est-à-dire que les rôles ne devenaient pas des rôles masculins, ça restait des rôles féminins. Oui, joué Donc, par des hommes grimés. C'est ça. Voilà, donc on a respecté ça. Ça fait quoi? C'est génial. J'aurais pu faire ça qu'une fois dans ma vie. Voilà. Donc rien que pour ça, tout le travail que j'ai pu fournir ces dernières années, il valait la peine parce que ça aurait été compliqué de faire porter un projet comme ça par une structure qui ne connaissait pas, quoi. Donc c'était notre équipe. On n'a pas eu d'autorisation à donner. On a fait ce qu'on a voulu. Et on continue parce qu'il y a encore du boulot avec ça. Mais ouais, ça c'est vrai que c'est un luxe énorme. Il y a d'autres rôles masculins dans le théâtre qui t'attireraient? Il y a d'autres rôles masculins. Ouais, bien sûr. Oh bah oui, il y a des rôles masculins qui sont magnifiques. Ouais. Justement. Je sais pas, depuis ça, je me suis pas trop posé la question, mais attends, laisse-moi 2 secondes, ça va venir. Je peux t'en citer 2-3 si tu veux. Vas-y, ouais. Cyrano, Oui, le Cyrano, j'y Cid, pense. Ouais, Georges Dandin, des rôles du théâtre classique finalement. Ouais, Cyrano, ouais. Purée, ça serait trop bien. Ouais, les seules comédiennes qui se le sont autorisées, je crois qu'il y avait... il n'y en a pas eu beaucoup, hein. Non. Et je crois qu'il y a une comédienne qui a joué Cyrano et il faudrait que ça me revienne. C'était au début du XXe siècle. Et c'était les comédiennes célèbres de cette époque-là et qui, elles, pouvaient tout à fait s'autoriser ce qu'elles voulaient. Mais du coup, c'est la seule à l'avoir fait. On va continuer un peu là-dessus, mais différemment. Dis-moi, mais sans rentrer dans les détails privés, comment tu gères justement ta vie privée, ta vie de famille et ce métier qui est particulier et si prenant? Ouais. Comment tu fais? Comme je peux. Alors, il vaut mieux que ce soit moi qui en parle que mon entourage, parce que je pense qu'il y aurait un petit débat sur la question. Oui, c'est un métier très prenant. Oui, j'essaye de pas bosser le week-end quand je joue pas. J'essaye de me fixer quand même tout ce que je peux en termes d'horaire de travail et d'organisation de travail qui me permettent quand même d'être dispo pour le reste quand je dois l'être. Mais forcément, quand on part en tournée longtemps, forcément quand on a un projet qui est en train d'être monté, forcément quand il y a des choses qui se passent dans la compagnie, forcément des fois, il faut que je sois là. Et c'est pas forcément des questions qu'un homme se poserait avec des enfants. J'aimerais bien que si. Ça devrait. Mais tu as raison. Et oui. C'est l'heure de notre dernière pause musicale. Tu es prête? Allez. C'est parti. Vous écoutez Radio Dio, c'était Le Loup en slip. Yann et son invité vous expliqueront. Justement, c'est quoi? C'est quoi? C'est la chanson finale de notre spectacle phare de notre compagnie, donc qui est en fait grâce auquel notre compagnie a été créée, qui existe depuis 2019. Et avec ce spectacle, j'ai cohabité avec lui dans ma tête, en écriture, en prise de tête pendant des années et des années. Et c'est vrai que quand on me demande une musique qui me parle, purée, elle fait tellement partie de moi que c'est celle-là qui vient dans les premières. Voilà, et c'est une super belle aventure et j'en profite pour avoir une pensée émue pour tous les copains On les salue. Ouais, coucou. Qui ont embarqué là-dedans sans savoir du tout où on allait. Et en fait, ça a été une super belle aventure. On a voyagé partout en France et même à l'étranger. Et normalement, la saison prochaine, on retournera à Avignon avec ce spectacle. Et Top. il fêtera sa 400e représentation. Waouh. Voilà. C'est l'heure de la conclusion de notre entretien, Mathilde. Allez. Déjà? Oui. Ça passe vite, hein. Grave. Une question que tu aurais aimé que je te pose.
Une question que j'aurais aimé que tu me poses. Mais franchement, tu l'avais hyper bien préparé l'entretien. Ouais. Euh, Merci. Je sais pas. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier? D'important. Non, on a dit beaucoup de trucs. Tu as le droit de dire rien. Ouais, on aurait pu parler quand même de cette époque très particulière dans laquelle on est là, tu vois. Qui fait quand même que tout notre milieu et tout notre secteur est hyper insécurisé dans l'interrogation par rapport à qu'est-ce qui va se passer là. Qu'est-ce qui va se passer parce qu'on est vraiment confronté à des difficultés majeures pour exercer notre métier, pour faire valoir notre travail. Et je parle de la crise des financements, la crise de la diffusion, et je pense pouvoir parler de la crise politique qui se dessine aussi. Et voilà, je trouve que ça nous réinterroge pas mal sur finalement pourquoi on a choisi ça, pourquoi on continue à se battre, pourquoi on reste debout, qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui fait qu'on continue à y croire finalement. Mais j'ai pas la réponse à cette question, donc j'aurais bien aimé que tu la poses, et en fait j'aurais sans doute répondu qu'on peut pas répondre. Mais voilà, je sais pas, c'est en tout cas moi quelque chose qui me travaille beaucoup et qui me fait réfléchir. Tu vois, on parlait de la prochaine émission. Est-ce qu'elle aura lieu? Et quand est-ce qu'elle sera? C'est dur, hein? Je fais cette émission pour que la culture puisse s'ouvrir à tous. C'est humble comme sujet, évidemment, de dire ça, mais l'objectif, c'est que tout le monde ait micro ouvert pour parler de soi, de sa culture, et ne pas renier une culture plutôt qu'une autre. C'est aussi très important en ce moment de dire que la culture de chacun est la culture de tous, finalement. Il n'y a pas une culture qui domine les autres. Ouais. Est-ce que Gabriel a une question après tout cela? Moi, j'aime beaucoup le débat que vous aviez. Je le trouve hyper intéressant. Mathilde, j'aurais une petite question. Merci. C'est quoi le moment où tu t'es dit, mais en fait, c'est ça, je suis au bon endroit et c'est vraiment ça que j'ai envie de faire de ma vie? En fait, dans mon cas, j'ai l'impression... Tu sais, il y a beaucoup d'artistes, en parlant de leur métier, qui disent j'ai pas choisi ce métier, c'est ce métier qui m'a choisi. Et en fait, j'ai vraiment l'impression qu'il est venu me chercher. Et par contre, au début, j'ai dit non. J'ai dit oh là 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 là, ça c'est pas possible. C'est bien trop tard pour faire un choix pareil. Et finalement, une fois que j'ai dit ça, je crois qu'une heure plus tard, je me disais ouais, en fait si. Et après, j'ai plus réfléchi. Enfin, c'est difficile à expliquer parce que tu sais, dans la vie, je pense on a tous des moments où on obéit ou pas à des directives intérieures très fortes. Voilà. Et finalement, j'ai laissé la dynamique m'embarquer et je savais pas où j'allais. Je sais toujours pas trop. Hein. C'est ça le plus beau. Mais bon. Voilà. C'est pas mal. C'est vraiment, on est sur le modèle classique de l'histoire de cinéma, d'Hollywood, même de théâtre. Sur, exactement. Le mythe du héros, le voyage du héros, l'appel au début à l'aventure, puis le refus, puis finalement l'acceptation. Ouais. La rencontre de mentors, de personnes qui t'ont aidé, comme tu le racontais tout à l'heure, et puis la boucle est bouclée, l'épanouissement. Je ne suis pas tout à fait certaine que ma vie fera l'objet d'un film hollywoodien un jour, hein, mais bon, là j'ai des doutes, mais en tout cas merci pour la comparaison, Gabriel. Un conseil que tu donnerais aujourd'hui à quelqu'un qui veut faire la même chose que toi, un conseil qu'on t'a donné ou pas d'ailleurs? Un conseil que je donnerais, je pense que c'est à la fois de pouvoir consulter des personnes qui font ce métier et qui peuvent en parler avec justesse, parce que en fait j'ai la crainte pour les jeunes qui s'embarquent là-dedans sans vraiment savoir en quoi ça consiste. C'est un métier qui est magnifique mais qui est vraiment difficile, il faut quand même le dire, quoi. Difficile parce qu'on nous fait pas de cadeaux et qu'en fait quand on réussit des choses, on est 2 fois plus attendu sur la création suivante. Donc personne ne loupe, et quand on réussit pas, c'est pas facile non plus. Les castings, c'est pareil. En fait, une fois qu'on a réussi à prouver, on repart parce qu'il faut reprouver sur d'autres trucs. Il faut être tout le temps dans ce combat pour sa légitimité, et dans ce combat pour continuer dans la création et lutter contre l'isolement. C'est vraiment une dimension que je trouve quand même pas évidente dans nos boulots.
on est peu en collectif. Moi, c'est quelque chose que je tiens vraiment à développer dans ma compagnie parce que je trouve que voilà, je veux vraiment que ma compagnie devienne un jour un bastion de solidarité face à la violence du monde, mais aussi pour protéger les artistes qu'elle abrite. Bon, c'est un vaste programme et forcément, rares sont les moments où j'estime y être parvenu, mais mais bon. C'est toujours bien. Faut rêver, hein. Mathilde, c'est l'heure de la question que tu attendais si fort. Ah mon Dieu, ça y est. Quelle est ta définition de l'art? Alors, est-ce que je peux donner la définition de l'art de quelqu'un d'autre, Yann? Parce que je la pense bien plus pertinente que la mienne. Cette émission est à toi, fais ce que tu veux. Alors, moi j'aime beaucoup une citation de Nietzsche, n'est-ce pas? Qui dit que... Alors, il parle plus de l'artiste. Il dit que l'artiste... C'est magnifique, hein, vous allez voir. Le teasing il est dit, vous allez extraordinaire. voir, l'artiste a le pouvoir de réveiller la force d'agir qui sommeille dans d'autres hommes. Wow. Vous voulez que je la refasse? Toujours, oui. Ouais, non mais en fait c'est pas si compliqué, tu vas voir. Mais je trouve ça super beau. L'artiste a le pouvoir de réveiller la force d'agir qui sommeille chez les autres, chez le spectateur, quoi. C'est magnifique. Ouais, je sais pas, moi je trouve ça beau. C'est vrai. Non, c'est mais vrai. tu vois, l'idée de donner envie aux gens de se mettre en mouvement dans leur vie, quoi. Enfin, de réinterroger en fait leurs certitudes, de réinterroger leurs choix, d'être acteurs en fait eux-mêmes. Tu vois, que les comédiens aient le pouvoir de donner envie aux gens d'être acteurs dans leur vie, ça c'est quand même un truc qui est classe, quoi. Je trouve. Enfin, on n'y arrive pas toujours, mais c'est beau. Et après, j'aime bien un monsieur qui s'appelle Jean Vilar. Donc voilà, qui est quand même un de nos boss dans le milieu du théâtre. L'un des créateurs du Festival d'Avignon, pour rappeler. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je pars pour le Festival d'Avignon dans 3 jours. Donc voilà. Et Jean Vilar a dit de toute façon que l'art n'a de sens que quand il parvient à assembler et à unir. Et ça a l'air de rien, mais je trouve que ça ne coûte rien de le rappeler. Merci Mathilde. Merci Yann. Tu seras toujours la bienvenue dans cette émission. Trop cool, je reviendrai. On termine en chanson avec un dernier choix de notre invité. C'est un inédit, notre bonus track s'appelle Inside Out, signé Second Major. C'est sorti le 25 juin 2026, donc c'est très récent. Qu'est-ce que tu veux nous en dire? Oui. Alors, c'est pas la première sortie de titre de Second Major, puisqu'ils ont déjà un peu de vécu. Ils ont celui-là déjà est inédit. sorti des chansons. Celui-là ici, et oui, c'est pour ça que je voulais qu'on l'écoute, parce qu'il a juste 2 jours. Alors, en fait, Second Major, j'ai connu le groupe par le biais prioritairement, on va dire, un ami, et en second lieu, un musicien avec qui je travaille dans la compagnie, qui fait de la composition aussi pour des spectacles. et il sait faire énormément de choses. Et en fait, donc, c'est un trio lyonnais qui est composé de 3 jeunes vraiment géniaux. Ils ont la particularité d'avoir tous un bagage bien costaud qui, normalement, aurait pu leur permettre d'avoir une carrière bien posée, tranquille, et à peu près tracé, et en fait non, ils ont choisi de faire de la musique, voilà. Et je trouve ça incroyable. Ils sont fous, mais de cette folie vivifiante dont le monde a tant besoin aujourd'hui. Donc voilà, donc je pense que c'est hyper intéressant qu'on entende ce qu'ils font. Et n'hésitez pas à aller les voir en concert, parce qu'ils sont en concert au Ninkasi Cordeliers en septembre. Merci Mathilde. Merci Yann. Quant à nous, on se retrouve la dernière semaine d'août pour le nouveau numéro d'Artoscopie pour cette saison 2. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur toutes les plateformes et sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. En attendant, n'oubliez pas, l'art, comme les vers de Molière, n'ont jamais de frontières. Tchuss. Tchuss.